Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis Patrick François et bienvenue sur Haïti Culture et Perspective. Voici la 3e émission sur la série d'émissions d'analyse de la politique haïtienne. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons développer 4 sujets. Premièrement, la zombification des intellectuels haïtiens dans le contexte de la crise actuelle. Ensuite, la désinstitutionnalisation du pays. Ensuite, la fin de l'héritage de 1987 à travers la Constitution de mars 1987. Et enfin, la doctrine interventionniste américaine. Le narratif du territoire perdu, prononcé par une figure symbolique du régime d'Ariel Henry et une intellectuelle référencée, est symptomatique de l'abandon volontaire du sort du peuple haïtien aux bandits armés. En effet, Émilie Prophète-Milcé était la pièce maîtresse de ce gouvernement. D'abord, Ariel Henry en a fait une porte-parole, puis une ministre de la Communication, ensuite la ministre de la Culture et de la Justice, et enfin, elle occupe ou elle a occupé simultanément les ministères de la Justice, de la Sécurité publique, de la Culture et de la Communication. Je n'ai jamais réussi à mettre à jour le CV de cette femme. Comme si Ariel Henry voulait réduire au strict minimum son cabinet, afin d'éviter les ambitions politiques de son entourage et de pouvoir contrôler la loyauté de son groupe. Madame Prophète était devenue la coqueluche des médias occidentaux. Pendant le règne d'Ariel Henry, elle a multiplié les interventions dans les médias occidentaux, surtout France 2 et TV5. Ariel avait fini par en faire la figure douce de son régime sans humanité. Sauf que personne n'est dupe. Son apparence de personne cultivée s'est fracassée devant son cynisme et ses faillites en termes de communication. En effet, elle a fini par se montrer arrogante, méprisante, froide, détachée, insensible, mais surtout insensée, embêtant pour une communicante étiquetée intellectuelle. Le point culminant arrive le 20 mars 2023, lors d'une énième participation à une émission médiatique. Invitée de l'émission Yvener Direct sur Radio Sans Fin, elle a dit ceci: « Je ne vais pas payer pour les gangs, je ne vais pas emprunter la route de Martissan. Aujourd'hui, il y a des territoires perdus qu'il faut à tout prix récupérer. » Mais qui va récupérer ces territoires? La force robuste dont vous faites l'apologie depuis le début? Voilà votre mission. Vendre votre pays, vendre votre patrie, vendre votre âme aux plus offrants. Cette sortie pour le moins grossière de la part de la multiministre montre 2 choses. 1. Il y a 2 Haïti, une pour les gens comme elle et une autre pour les damnés de la terre. 2. Ces populations sont donc abandonnées à leur triste sort. Quelque temps plus tard, elle s'offusquait que des voix de la diaspora lui demandent des comptes. Une diaspora qui fait le travail de l'État en aidant financièrement les ménages de ce pays. Aide sur laquelle son gouvernement prélève une taxe de 1,50 $ américain. 1,50 $ sur tous les transferts en provenance de la diaspora depuis la décision de Michel Martelly en 2011. Cela fait des centaines de milliers de dollars de financement d'un gouvernement fantôme. Alors la diaspora a le droit de vous demander des comptes. Émile Prophète est l'expression de la faillite de ce système. En effet, si au cours de l'occupation américaine de 1915 à 1934, la classe intellectuelle avait, par le biais du mouvement indigéniste, pris la défense du pays, la classe intellectuelle et les écrivains haïtiens d'aujourd'hui donnent l'impression d'être soit en connivence avec le régime, soit totalement inaudibles. Une chose est certaine, il n'y a pas de néo-indigénisme qui naît actuellement autour de la civilisation haïtienne. Avant d'être une ministre holistique, arrogante et absurde, Émilie Prophète est en effet l'autrice de 2 ouvrages au titre révélateur du désarroi du peuple haïtien. Le Testament des solitudes, publié en 2007, et Les villages de Dieu, sorti en 2020. Le second est un ouvrage sur les gangs, une démarche audacieuse d'une intellectuelle qui, par le biais de la littérature, a voulu saisir une réalité douloureuse pour le peuple haïtien. Or, en prenant le pouvoir et en faisant partie de ce corps, mis en place pour favoriser le développement de ces groupes armés, elle a fait preuve d'une grande hypocrisie qui discrédite
les intellectuels du pays. En ce sens aussi, le régime d'Ariel a touché à l'intouchable. Les intellectuels sont zombifiés en Haïti. Ils font un bruit blanc, un bruit qui ne sert à rien. Les intellectuels sont hagards, victimes, complices, polémiques, fragiles, désarmés, mais surtout sans voix, groggy. À tel point qu'on se demande où sont passées nos plumes. En 1927, le docteur Jean Price-Mars constatait le désarroi de l'élite de son pays, dans son ouvrage « Vocation de l'élite ». Que dirait-il aujourd'hui? Le démembrement des institutions par les présidents Martelly et Moïse participe de la paralysie du pays et de la tentative d'ingouvernabilité de celui-ci. Les moratoires des parlementaires contre les extractions des ressources haïtiennes représentaient un frein au pillage du pays. Alors, Jovenel Moïse, soutenu par Michel Martelly, a décidé de dissoudre le Parlement en 2019, à la suite des manifestations dues à l'augmentation du prix de l'essence. Depuis lors, l'exécutif devient un gouvernement par décret. La désinstitutionnalisation du pays a commencé par le démantèlement du processus démocratique. En effet, Michel Martelly a été élu lors d'élections truquées, avec la bénédiction du corps groupe en 2011. Jovenel a été contesté à la fin de son mandat et est resté au pouvoir avec la bénédiction du même corps groupe. Michel Martelly n'a jamais organisé une seule élection en 5 ans. Jovenel Moïse non plus. Et le comble, Ariel Henry n'a jamais eu de légitimité. Il n'y a plus aucun élu sous mandat officiel dans le pays. Pas de président élu, pas de député, pas de sénateur. Les mandats des juges ne sont pas renouvelés, il n'y a pas d'équilibre des pouvoirs. Pensez-vous vraiment que tout ça soit le fruit du hasard? Cette question est bien sûr rhétorique. Selon les économistes Daron Acemoglu et James A. Robinson, auteurs d'un ouvrage publié en 2012, Pourquoi les nations échouent-elles? Les origines du pouvoir, de la prospérité et de la pauvreté. Sans institutions fortes, il n'y a pas de développement possible. Ces auteurs établissent l'importance des institutions politiques et économiques inclusives, institutions qui donnent accès aux services publics, à une éducation de qualité et à un cadre pluraliste d'expression politique. Donc, en 20 ans, Haïti a reculé. Souvenez-vous de l'année 2004. On en a parlé dans l'émission précédente. L'assassinat de Jovenel Moïse dans sa résidence par une multinationale du crime est un énième piétinement de la fonction présidentielle haïtienne. L'assassinat de Jovenel Moïse, pour impopulaire qu'il était, est la dernière étape de désinstitutionnalisation du pays. Remarquez que depuis le 7 juillet 2021, la fonction présidentielle a disparu et aucune réparation n'est prévue. Car compte tenu de l'état de décrépitude du pays, il n'y aura pas d'élection avant longtemps. En 1987, la Constitution a établi un régime semi-présidentiel. Ce mécanisme avait pour objectif de contourner les tentations dictatoriales de l'exécutif haïtien, en donnant un pouvoir important au Parlement. Or, ce dernier est devenu un lieu de magouille, de nuisance, de chantage, de corruption, de dictature d'opinion, de blocage, donc de paralysie démocratique. Le fait que le président soit responsable devant le Sénat et le Premier ministre est soumis au vote de confiance de la part du Parlement a fait de celui-ci un outil de règlement de comptes politiques et d'un copinage forcément concomitant. Alors, Jovenel Moïse l'a laissé s'effondrer de fait, en omettant de renouveler les deux chambres. Jovenel Moïse a utilisé sa seule arme contre ce blocage, puisque contrairement au régime semi-présidentiel français, la Constitution ne lui permettait pas de dissoudre le Parlement. Ainsi, de ce système semi-présidentiel, seul l'exécutif est resté debout, dans une expression arbitraire de gouvernance par décret. Et le 7 juillet 2021, la mort de Jovenel Moïse marque la fin de l'héritage de 1987. Mais la Constitution de 1987 avait également prévu la fonction du Premier ministre. Un pouvoir exécutif bipolaire avec un président et un Premier ministre responsable devant le Parlement. Soit les articles 133, 137, 156 et 158 de la Constitution de 1987. Or, les événements abracadabrantesques liés au kidnapping
d'Ariel Henry à Porto Rico participe également à cette tactique d'humiliation de la classe politique haïtienne, qu'on se le dise. Le comité de sanctions de l'ONU va bientôt se réunir. Ne soyez pas étonnés de voir le nom d'Ariel Henry et des membres de son cabinet figurer sur cette liste. Les fonctions présidentielles et ministérielles sont méprisées à l'international. Ça aussi, ça participe du processus de désinstitutionnalisation de notre pays. Mais c'est de notre faute. Si nous sommes capables d'accepter qu'on tue un président comme un chien dans sa résidence, alors nous devons accepter ce sort de moins que rien auquel on astreint le monde politique haïtien. Or, qu'on le veuille ou non, aucun pays n'a un avenir sans la possession d'une classe politique formée, compétente et respectée. Le fait pour la communauté internationale, et j'entends par là les États-Unis et le CARICOM, de refuser dans les accords actuels un exécutif bicéphale est un pied de nez à la Constitution de 1987 qui en avait fait un outil prédominant. Comme tout ouvrage humain, la Constitution de 1987 était imparfaite à bien des égards. D'ailleurs, à l'époque, sa ratification avait divisé le secteur démocratique en Haïti. Mais derrière l'esprit de la Constitution planait le rêve d'un pays sans dictature et sans violence. La Constitution de 1987 avait cette ambition de faire le jeu démocratique, d'établir un régime politique moderne avec des clauses antidictatoriales et anti-présidentialistes claires. Mais elle avait ses failles aussi. L'exclusion des Haïtiens de la diaspora, pourtant moteur d'une forme de mise sous perfusion de notre société, l'indépendance de l'armée par rapport au pouvoir exécutif, ce qui faisait d'elle un véritable État dans l'État, l'exclusion des Duvaliéris, etc. L'ironie de l'histoire, c'est que c'est justement un régime néo-duvalieriste qui a désarmé la Constitution de 1987 de manière presque définitive. Il reste néanmoins un dernier héritage de cette Constitution de 1987 que Jovenel Moïse a voulu torpiller. Il s'agit d'un certain nombre d'articles qui interdisent à Haïti d'être vendu à l'international. Je vous laisse découvrir ce dispositif constitutionnel. Mais la question qui demeure, va-t-on faire tomber ce dernier verrou? Va-t-on sacrifier définitivement la Constitution de 1987 en cette année 2024? Pour rappel, pendant l'occupation américaine, Franklin Delano Roosevelt s'est vanté d'avoir rédigé lui-même la Constitution haïtienne au profit des intérêts américains. La doctrine américaine a évolué au cours des années. La doctrine de Monroe, qui proclame la prédominance américaine dans la politique interne des pays du continent, a conduit à des interventions en République dominicaine, au Nicaragua, au Guatemala, à Cuba, au Panama, mais aussi en Haïti, et ce, à plusieurs reprises. Si ce principe de Monroe est encore de mise, force est de constater que la doctrine américaine a évolué ces derniers temps. Les réflexions permanentes sur les nouvelles orientations de la politique américaine et de la stratégie qui doit en être le corollaire se tiennent à tous les niveaux. Dans les universités, dans les deux grands partis et aux trois niveaux où se situent les centres de décision du pouvoir exécutif, c'est-à-dire le département d'État, le Pentagone et la Maison-Blanche, qui est le Conseil national de sécurité. On retrouve dans le rapport du secrétaire à la Défense chargé des affaires politiques, Paul Wolfowitz, les grandes lignes qui prévoyaient la politique américaine et les conséquences sur le sort d'Haïti, par exemple. En effet, il écrit dans ce rapport de 47 pages, définissant la doctrine encore dominante aujourd'hui, les idées suivantes. Les États-Unis sont la seule superpuissance restante au monde. Et il faut empêcher à tout prix la réémergence d'un nouveau rival. Ces rapports, dans un processus de maturation idéologique et doctrinale, ont été ajoutés à d'autres réflexions pour donner lieu à la doctrine américaine sous Obama, Trump et Biden. Selon cette doctrine Wolfowitz, la Russie ne doit pas contester la suprématie des États-Unis sur le monde, et surtout pas dans son précaré caribéen. Après tout, Jovenel Moïse n'est-il pas mort un mois seulement après avoir reçu les lettres de créance
accréditant Sergueï Melik Bagdasarov comme ambassadeur de la Fédération de Russie en Haïti le mercredi 2 juin 2021. En tout cas, les perspectives de renforcement des relations bilatérales entre les deux pays dont Jovenel Moïse se félicitait sur son compte Twitter ne sont pas compatibles avec les principes évoqués dans le rapport Wolfowitz. Le rôle que joue la Russie au Venezuela et l'écroulement des produits chinois et russes sur le marché brésilien ne sont pas non plus compatibles avec la doctrine Wolfowitz. Mais ce qui n'est surtout pas compatible avec la doctrine Wolfowitz, c'est qu'un pays comme Haïti, arrière-cour des États-Unis, soit dirigé par des leaders qui regardent vers d'autres puissances émergentes, Russie, Chine, Turquie, Brésil, etc. Quand on parle d'ingérence, les gens nous disent « Mais vous êtes responsable de vos choix ». Oui et non. Oui, nos dirigeants sont médiocres et corruptibles. Mais non, nous ne sommes pas libres de faire ce qu'on veut, de choisir la voie qu'on veut. C'est écrit dans les doctrines du département d'État, du Pentagone et du Conseil national de sécurité de la Maison-Blanche. Cela s'appelle des doctrines. Et les doctrines, ça se respecte. Et ces doctrines sont dans les tiroirs des élus de Washington, de Moscou, de Pékin, de Paris, de Londres, d'Ottawa. Mais nous, en tant que petit pays, nous ne pouvons souhaiter qu'une seule chose pour ce monde, le multipolarisme. Justement, ce principe que combat sur toute la planète la doctrine Wolfowitz.